Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique de cette semaine, le premier, oui, en aura un autre après. Nous allons une fois encore recevoir quelqu'un qui fait parler de lui dans la diaspora, oui, dans le monde de l'activisme. Il fait partie de la basse France, la brigade anti-Sardinat. Oui, certains me reprochent de les recevoir, mais qui suis-je pour refuser la parole à ceux qui la demandent? Samuel Motte l'a demandé il y a quelques semaines, il est venu en moins de 24 heures. Celui qui la demande 2 semaines avant, doit venir. Voilà. Lui, c'est le fils du planteur. Voilà, il s'est fait appeler ainsi. Peut-être voudrait-il vous donner son vrai nom. Bonjour, fils du planteur. Merci. Bonjour à vous, monsieur Jackie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très bien. Pas forcément très bien, je vais bien physiquement. Physiquement? Mais moralement, mal. Parce que mon pays natal, le pays qui m'a vu naître, va mal. D'accord. C'est droit dans le mille, hein? C'est sûr. Hein? C'est droit dans le mille, tout de suite, tout de suite. Qui êtes-vous, fils du planteur? Le fils du planteur est le fils d'un planteur. D'un planteur. Votre papa était planteur? Mon papa est planteur. Où ça? À Bazou. À Bazou? Oui. Vous êtes de Bazou? Je suis de Bazou. Ah, d'accord. Et à Ndjombe. D'accord. Et qu'est-ce qu'il plantait? Cacao, café. Les cultures qu'on ramenait. Culturantes, quoi. Oui, qu'on ramenait les Européens. Avez-vous jamais mangé un produit du café transformé à partir des produits de votre papa? Jamais, ben. Ah, d'accord. Jamais j'ai pris ma première tasse de café quand j'étais en Algérie. Vous imaginez? Donc jamais on cultive ce que nous-mêmes on ne peut pas manger. Et ça a été l'une des causes d'une grosse dispute entre mon papa et moi, parce que j'ai coupé un moment quand j'avais 15 ans, 16 ans. J'ai coupé puisque ça m'embêtait. Les vacances, tu ne pouvais pas aller, il fallait aller défricher un truc, t'as faim, tu ne peux pas manger, mais c'était un peu... J'aime bien rire avec mes copains blancs, je leur demande, savez-vous la différence qu'il y a entre un noir et un blanc en matière de café? Vous, noir de peau, fils de planteur de café, savez-vous la différence qu'il y a entre un noir et un blanc en matière de café? Personnellement, je ne saurais le dire, mais je m'imagine que la différence est que un noir, lui ne consomme pas le café, mais un blanc, pourtant c'est lui qui cultive, mais un blanc qui ne cultive pas, c'est lui qui consomme. Donc, selon moi, c'est la différence. Vous avez trouvé la réponse à 75%? Non. La différence, c'est que l'un cultive, l'autre le consomme. Et le paradoxe, c'est que c'est le consommateur qui fixe le prix d'achat en plus. D'achat, en fait. C'est ça qui... Beaucoup de personnes ne m'ont pas compris. Quand je me suis levé pour défendre le programme politique du président élu, professeur Maurice Kamto. Pour ma part, monsieur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, n'est pas opposant. Il est ce qu'on appelle intégriste. C'est un vrai Africain, c'est un nationaliste. Oh là là, nationaliste, ça fait peur aux Français, ça. Non, que ça fasse peur. L'objectif n'est pas de faire plaisir aux gens. Ils ne vont pas choisir comment nous, on va appeler nos vraies personnes. C'est un souverainiste, ce monsieur. Monsieur Kamto, c'est un souverainiste. Comment comprendre que dans un programme politique où il parle de l'agriculture, je vais parler de cette partie, il cherche tout moyen, sans toutefois parler du cacao, du café. Pourquoi? Ce sont des cultures exogènes. Ça ne nous sert à rien, ces cafés, cacao. Pas grand-chose, surtout. C'est juste parce qu'on veut figurer dans 10%, 20% dans les pourcentages mondiaux de je ne sais quoi, café. Mais il nous parle de maïs, de manioc, de tomates, de bananes. C'est que le Cameroun, il camerounise d'abord la culture camerounaise. Il met le Camerounais en avant. Tout ça peut être transformé sur place et consommé aussi. Il rend d'abord au Camerounais sa dignité. Un homme qui ne mange pas n'est pas un homme digne. Pour avoir sa dignité, sa fierté, il faut déjà être capable de se nourrir, l'estomac. De se nourrir. Alors vous avez tapé dans le mil et vous y restez. Le mil, c'est aussi bon, hein, c'est cultivé dans le nord du Cameroun. C'est bon, hein, le mil. Ça, c'est clair. Et le sorgho. Aussi, la bonne bouillie du sorgho, du soja et tout. Alors, dites-moi, la brigade anti-Sardinat, depuis quand êtes-vous membre de cette brigade-là? La brigade anti-Sardinat, depuis le jour, 10 membres, bon, qu'elle porte ce nom, depuis le jour qu'elle porte ce nom, je suis membre de cette brigade. D'accord, donc vous vous êtes découvert anti-Sardinat comme ça sans que quelqu'un vous ait appelé? Non, il faut, si on veut entrer dans la genèse des choses, on va croire que, voilà, on est en train de vouloir se mettre en avant. Non. Il y a des personnes qui se sont rencontrées bien avant le 7 octobre. Par exemple, le commandant Calibri, Daniel Sissima, Suzanne Barat, Jean Crépin Niamsi, le Belge,
Oui, Charles Le Belge qui a déjà été là. Voilà, Charles Le Belge, Thierry Ngankam. Ces gens, on s'est rencontrés avant le 7 octobre. On était le 3 août. Marseillon, il voit pareillement. On était le 3 août. Donc, ce n'était pas le 7 octobre. Dans 2 mois avant les élections. 2 mois avant. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est bon. La plupart des gens, puisqu'il y a d'autres qui ne sont pas dans la brigade anti-Sardina, je ne vais pas considérer que ceux-là sont de la brigade anti-Sardina. Mais je prends ces personnes parce qu'on s'est rencontrés ce jour et on s'est retrouvés dans la brigade anti-Sardina. Ah, vous êtes rencontrés dans un mouvement de contestation. Oui, qui par la suite prendra le nom. Oui, puisque ça? Oui, parce que on revendiquait la libération des filles du Koweït. Je vois ces filles qui étaient au Koweït, enfermées, et pleuraient. Je vois une très jolie comme ça qui pleurait, qui avait un accent du centre. Hein. C'était ma soeur de Yaoundé qui pleurait quand on les a vendus là-bas. Leurs passeports sont retenus. Vous êtes retrouvés donc pour vous battre. Oui. Ah oui, je me souviens. Suzanne Barak m'en avait parlé. Bella, le jeune était ambassadeur. Il était encore ambassadeur à cette époque-là. Vous étiez allé le rencontrer? Non, on n'a pas pu le rencontrer. Ces gens sont des personnes stoïques. Hein. Vous avez essayé? Non, en vérité, on n'a pas essayé. Moi, personnellement, je n'ai pas essayé, mais d'autres ont essayé. Donc, je ne vais pas prévaloir que j'ai essayé. Non, il sait que le commandant Calibri a essayé de le rencontrer. Il n'est pas parvenu. Non. D'accord. Alors, par la suite, la brigade anti-Sardina arrive juste après les élections présidentielles du 7 octobre 2018 au Cameroun. En fait, la brigade anti-Sardina, ça continue. Ces manifestations ont continué. Tous les vendredis, on faisait des sittings devant l'ambassade. Ça continuait au fur et à mesure. Donc, les manifestations, déjà le soir du 7 octobre, ces manifestations ont trouvé ce que nous faisions sur le terrain. Tout à fait. Avant vous, il y avait le code qui en faisait avant, il y avait le CCD. Voilà. Je me rappelle, j'avais interviewé avec Jean-Vincent Chenorom, qui est mon grand confrère. Nous avions interviewé Robert Wanto, le général Wanto, il y a de cela 12 ans ou 13 ans. Ah ouais. 12 ans ou 13 ans, il était dans ce mouvement activiste-là. Et Jean-Vincent et moi, nous étions journalistes. Donc, je peux donc voir ce que vous dites. Oui, ce mouvement existait déjà. C'est peut-être un grand hommage aussi. Ah d'accord. C'est donc, mais à l'époque, on voyait très peu de jeunes gens, c'est-à-dire moins de 20 ans dans ce mouvement-là. C'est avec votre génération que les jeunes de 20 ans entrent dans ce mouvement-là. Oui, il faut aussi noter que à leur époque, ils n'avaient pas les mêmes matériels de communication que nous avions aujourd'hui. Oui. Près de, on peut dire, 90% de la jeunesse, chaque jeune détient un smartphone. Il a un smartphone, donc il a Facebook, on peut le travailler via... attention, vous en faites un peu trop de vos Facebook et de vos lives. Hein? Ça c'est vrai. On va aborder cela. Hein? On va aborder ça. Alors, au lendemain de ces élections présidentielles au Cameroun, la contestation prend du galon, hein? Prend de l'ampleur. Oui. Et le nom brigade anti-Sardina arrive. Je ne veux pas que vous me disiez comment c'est arrivé, ça ne m'intéresse pas. Car ça pourra créer d'autres problèmes. Ah, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui avais choisi. Ça ne m'intéresse pas. On n'est pas là pour la polémique. Mais vous reconvertissez tout de suite dans cette brigade anti-Sardina-là. Comment je vais dire? Je ne peux pas dire converti, je peux juste dire je chemine avec. Vous cheminez directement. On chemine, puisque ça me trouve sur un chemin et ça va sur mon chemin. Donc c'est le train qui passait. Oui, c'est le train. En fait, on était. Puisque, comment je vais dire? Je ne sais pas comment je vais dire sans toutefois piétiner ce que vous venez de me dire tout à l'heure. Il vaut mieux éviter la polémique, je vais refuser. En fait, on est dedans quand la chose naît. Donc la chose, je peux dire, c'est le nom qui naît en fait. Oui, le nom qui naît entre nos mains. C'est un peu ça. Parce que je vous suis depuis longtemps. Je pense que j'ai été l'un des premiers à couvrir vos manifestations dans les rues devant l'ambassade, par-ci par-là. Et ma professeure, Katia David, que je salue, est descendue. Elle habite à côté de l'ambassade du Cameroun, à Auteuil. Elle est descendue discuter avec vous, ma prof. Elle l'a dit sur ce plateau le 6 mai dernier. Et m'a téléphoné tout de suite, me dit, Jackie, je viens discuter avec des gens qui viennent du même pays que toi. Alors, il y a ainsi de suite. Donc, ce train-là est passé, vous y êtes monté, de toute façon, ça passait pour vous prendre. Rassurez-moi, ce train n'est pas passé par Ezeka. Non, malheureusement. Vous serez peut-être mort, personne ne vous aurait indemnisé jusqu'à présent. Quand je dis malheureusement, c'est pour ces personnes qui étaient dans ce train d'Ezeka. Le train de la Révolution n'est pas passé par là. Et je ne pense pas que ça pourra avoir les rails
qui conduiront vers les écarts. Surtout ces rails-là, il faut le refaire, ça fait 100 ans. Ça ah bah oui, justement, c'est les rails normes déjà. Plus de 5 ans, 1914, vous imaginez. Voilà. J'avais oublié 5 ans. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Oui, on plaisante un peu car quelquefois, même lorsque c'est difficile, il vaut mieux en rire, n'est-ce pas? Alors, je vais vous poser cette question que j'ai coutume de poser à tous vos amis qui se revendiquent de la basse. Avant de monter dans ce train qui s'appelle la basse aujourd'hui, de qui receviez-vous vos ordres? D'un homme politique camerounais? D'un activiste camerounais? D'un homme politique français ou du monde entier? De qui receviez-vous vos ordres? De personne. Personne. Nous ne recevions aucun ordre de qui que ce soit. Parce que on était un groupe d'activistes qui avons commencé dans le virtuel, ça veut dire via Facebook. Calibri et moi, on s'est rencontrés pour la première fois à travers le direct de Roberto. D'accord. Après, j'ai rencontré Max à travers son direct. Après, Daniel Essissima à travers son direct, donc le virtuel d'abord. Bon, Daniel Essissima, j'ai l'impression que vous avez peur de moi. Quand je vous écris, vous me répondez en un mot, comme si vous avez peur. Voilà, je le dis ici à l'antenne, je veux garder au montage. Daniel Essissima, n'ayez pas peur, venez vous exprimer. Vous avez le droit à la parole, comme tous les autres. Voilà. Donc, vous ne receviez pas vos ordres de qui que ce soit avant que ce train ne passe. Et après le passage du train qui vous embarquait, qui s'appelle Basse aujourd'hui, avez-vous jamais reçu vos ordres d'un homme politique camerounais, africain ou bien du monde entier? Nous ne recevons d'ordre de personne. De personne. En tout cas, tout ce qui nous concerne, nous dans la Basse-France, nous ne prenons d'ordre à personne. Bien. Et déjà, la condition sine qua non pour être à l'état-major dans la Basse-France. Donc quand je dis pas état-major dans la Basse-France, il ne faut pas être membre du MRC. Il ne faut pas être membre d'un parti politique. Du MRC en général, d'un parti politique aussi. Parce que si vous dites du MRC, cela signifie qu'on peut être membre du SDF et être à la basse. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Oui, nous, on a dit, il ne faut pas être membre d'un parti politique. En l'occurrence, le MRC. Le parti de Cabral Libye, comment ça s'appelle, comme il a tellement de partis. 11 millions. Je ne sais pas trop. Et le SDF. On ne veut pas le MRC, le RDPC, SDF et voilà, 11 millions. Oui. Donc, on peut être membre de l'UPC et être membre de la basse alors? Oui. Ah bon, de l'UPC? Oui. Maintenant, je m'explique. Nous ne voulons pas que les revendications que nous faisons soient comme si on détestait des candidats politiques. Non. Nous revendiquons des choses communes. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le peuple camerounais, c'est pour l'ensemble des Camerounais. Maintenant, si nous disons que nous voulons, je ne sais pas, si nous voulons, en fait, si on le fait, il y aura un moment de conflit d'intérêt parmi nous. Parce que il est du RDPC, il ne voudra pas que... Il y a peu de chances qu'il y ait un mec du RDPC au sein de la basse. Ça c'est clair déjà. Ça c'est clair. Ils ne pensent même pas qu'ils vont... Mais ça arrivera peut-être. Hein? Peut-être plus tard. Mais si vous les voyez, ils ne viennent pas pour nous dire bonjour. Hein. Ils viennent parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe. Bon. Ils veulent nous infiltrer. Donc pour moi, ça sera vraiment à réfléchir et à réfléchir. Bon. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Parmi les hommes politiques qui ont pignon sur eux au Cameroun aujourd'hui, à qui d'entre eux avez-vous jamais rencontré physiquement? Lequel? Tous. Avez-vous rencontré Cabral Libye? Jamais. Mais vous avez dit tous. On a l'impression que vous avez rencontré. Je vais reformuler ma question. Avez-vous jamais rencontré un leader politique camerounais? Je n'ai jamais rencontré un leader politique camerounais. Bien. Je vais les citer. Joshua aussi. Non, je ne l'ai jamais vu. John Fondi. Non plus. Albin Zonga. Non plus. Bon, monsieur Paul Biya, cela m'étonnerait que vous le rencontriez. À la télévision. À la télévision, moi aussi. Je l'ai jamais vu. Maurice Kamto. Jamais. Avez-vous jamais rencontré Maurice Kamto? Jamais. Avez-vous jamais parlé à Maurice Kamto? Jamais.
Je sais. Si peut-être, comment je vais dire ça, si l'image qui est sur des photos, s'il arrive que c'est différent, je ne saurais même pas qui c'est. Donc s'il arrive que l'image du président élu Maurice Kamto... Ma question, pourquoi je vous pose ces questions-ci? Il se trouve que votre successeur sur ce fauteuil dans quelques heures s'appelle Charlemagne Pascal Mesanga Nyamding. En prélude à l'émission, nous avons discuté. Il m'a même envoyé des voices de lui, que je peux reproduire au besoin, dans lequel il dit que vous, qui contestez la présence de M. Biya sur le territoire occidental, vous êtes une aile radicalisée du MRC. Voilà pourquoi je vous pose toutes ces questions. Êtes-vous une aile radicalisée du MRC, vous, la basse? Non, nous ne sommes pas une aile radicalisée du MRC. Il faut déjà que M. Mesanga Nyamdi, avant d'avancer certains propos, qu'il mesure ce qu'il dit. Puisqu'il a l'art de la mythomanie. À chaque fois, coller des étiquettes où il n'y en a pas. La basse n'a jamais été du MRC. Et il ne peut pas dire que parce que nous défendons le peuple camerounais, nous sommes du MRC. Ça, c'est archi faux. La basse n'est pas la branche radicale du MRC. Nous ne sommes pas la branche radicale du MRC. Nous n'avions pas contact avec les membres influents, dont le président en l'occurrence, du MRC. Vous avez des contacts avec qui du MRC? Peut-être pas un membre influent. Connaissez-vous Thierry Noah? Non, je ne l'ai même jamais vu, sauf à la... Lui avez-vous jamais parlé? Avez-vous son numéro? Même pas. Bien. Mamadou Mota? Non plus. Roger Junior Noah? Je le connais, je n'ai même jamais entendu ce nom. Bon, c'est le vice-secrétaire du MRC. Christophe Indon? Je n'ai jamais aussi entendu. Le secrétaire général du MRC. Je ne connais pas l'ordre hiérarchique, même, je ne connais même pas. Donc je connais qu'il y a le président élu Maurice Kamto, après il y a Mamadou Mota et Thierry Noah. Bon. C'est bon. Je vais donc arrêter là. Je peux citer aussi au sein du RDPC comme ça. On n'allait pas dire ah, télévision Kamto. Non, c'est télévision pour tout le monde, même pour le diable. Alors, si vous n'êtes pas une aile radicalisée du MRC, le professeur Mesanga Nyamding estime que vous êtes à 98% Bamileke. Il me l'a dit, s'il nie le voice qu'il m'a envoyé là, je peux le mettre à disposition. Êtes-vous à 98% Bamileke? Y a-t-il d'autres tribus du Cameroun au sein de la basse France? Ce que je vais vous dire, c'est que quand on veut noyer son chien, on prétend toujours qu'il est enragé. La basse ne sert pas les intérêts de M. Biya. Raison pour laquelle on taxe, on étiquette, on tribalise la chose. Mais ça, c'est sur la place publique. En interne, chez eux. En interne. Chez eux qui? Eux qui? RDPC, les membres du RDPC et ses affiliés. Oui. Ils savent que nous faisons du bon boulot. Ah bon? Comment vous le savez? Puisque Mesanga Nyamdi, lui, il est le premier à venir faire des fausses accusations. Et encore lui, le premier à aller demander de fermer les micros parce qu'il veut faire des confidences. Vous comprenez? Vous comprenez que... J'ai vu cet épisode chez mon ami et frère Cyril Bojico, là. Vous comprenez que ça ne va pas. C'est pas compatible, c'est pas cohérent. Et encore lui, le premier à pleurer, qui n'a pas de sous, il se bat, mais si... Vous comprenez que la basse, elle l'a aussi pour lui. Pardon, la basse est là aussi pour Mesanga Nyamding? Bien sûr, puisque le Cameroun change, il est Camerounais, on ne va pas le chasser. C'est le Cameroun pour tous les Camerounais, les Sardinats, c'est le Cameroun. On va jamais. Vous êtes comique là. Mais bien sûr. Je m'attendais à tout sauf à ça. J'étais spectateur. J'aime ces bœufs politiques parce qu'il arrive que je ris. Quelquefois je vais au théâtre, mais bon, aujourd'hui je vais seulement rire. Alors, toujours sur Mesanga Nyamding, il est en Europe depuis presque un mois, il a été en France, il a été au Luxembourg, il a été à Genève, il est revenu en France. Il dit avoir rencontré tout un panel de personnes dans tous ces pays que je viens de citer, et même en France. Il dit qu'il y a des repentis de la basse qui sont allés lui dire que vous êtes une aile radicalisée du MRC, lui ont apporté même des preuves.
Avez-vous connaissance des personnes en votre sein qui ont eu contact avec Messanga Nyamding ce mois d'août ou bien le mois dernier de juillet? Vous savez, Je ne sais pas. le chien a beau avoir 4 pattes, il n'empruntera jamais 2 chemins. D'accord. Ce monsieur de Messenga Nyamdi, il fait ce qu'on appelle au quartier cogner les têtes. Cette politique de cogner les têtes. En réalité, en ce qui nous concerne à la Basse-France, personne ne l'a rencontré. A-t-il sollicité des gens? On ne veut même pas sa sollicitation, il peut le garder pour lui. On n'en veut pas. Pourquoi? Il est qui pour venir chercher à nous rencontrer? Pourquoi veut-il nous rencontrer? Pour quelle raison il va à tout prix nous rencontrer? J'ai entendu plusieurs fois, il n'a jamais vu. C'est un aveugle. Qui lui a montré les rues de Paris qui le dirige? Bon, écoutez, il a toujours vécu à Paris. Il est arrivé à Paris, il avait 16 ans. Ok, bon, je ne savais pas. Et il connaît Paris mieux que vous et moi peut-être. Oui, justement, je n'en disconviens pas. C'est juste, je veux comprendre. Il a eu le courage de voir. C'est un Parisien. Oui, de voir. Mais avant de vous détenir les preuves que nous sommes l'aile radicale du MRC, il détient aussi les preuves de l'acte sexuel du président élu, qui n'a jamais produit jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez quand même que ce monsieur, il est comment il va dire, il est phénoménal. Cette question m'a été envoyée par un téléspectateur. Je la lui poserai à son passage, lors de son passage ici. Il serait bien qu'il fournisse cette vidéo-là. Ça, c'est clair. Beaucoup m'envoient cette question-là. Puisque c'est très facile de dire, j'ai rencontré des personnes de la base. J'ai rencontré des repentis. Oui, des repentis. Il peut bien les rencontrer. Mais ne dit-on pas que les mauvais anges sont chassés du ciel? Bien. Au sein de la base, il y a beaucoup de fortes têtes. Vous les connaissez mieux que moi. Ces fortes têtes, ne trouvez-vous pas que quelquefois ils vous font du mal, là, dans la mesure où on va voir des gens qui présentent leur maison de 400 000 euros, leur voiture de 50 000 euros. Est-ce cela le combat que de présenter sa richesse personnelle à des gens qui au Cameroun ont du mal à se loger, à se nourrir, à se soigner? Est-ce responsable? Ce que je dirais, c'est que cette question, elle est pertinente. Mais elle témoigne une fois de plus le stoïcisme de ceux qui se croient combattants. Comment comprendre que je défends des plus petits, des plus démunis, et je les rends jaloux en ma position, avec ce que j'ai? Ça veut dire, en d'autres termes, celui-là le comprend que je mange sur votre dos. Et c'est mauvais. C'est très mauvais. Parce que le vrai combattant, le vrai révolutionnaire, pour ma part, j'ai pour référence la révolution cubaine et camerounaise. Mais le Tché était docteur. Il n'a jamais pratiqué comme docteur. Donc ça veut dire, de ce métier, il n'a jamais mangé. Il a soigné ses camarades combattants. Sa première fille, pardon. Il a nourri à base des photos. Il était photographe à Mexico. Vous comprenez? Alors, est-ce que cela faisait de lui un mauvais combattant? Non. Au contraire, il était élevé au plus haut rang. Il n'avait jamais placé son honneur en avant. Pourtant, il disait, les honneurs, ça m'embête. Cite le Tché. C'est pas compatible. C'est ça que moi j'appelle nos ex-compagnons. Vos ex-compagnons? Les ex-compagnons de la base. J'affirme ce que je veux dire. Ce sont des ex-compagnons. C'est très facile de dire certaines choses sur la place publique parce qu'on veut se faire voir. Mais une fois qu'on ouvre les placards, les cadavres tombent là. Énormément. Énormément. Mais je pense que l'opportunité ne m'est pas donnée ici pour détailler tout. Non, je ne vais pas attaquer les gens. Non, je n'attaque pas. Je pose des questions sur des faits. J'ai vu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, des personnes se revendiquant de la base, brandir ce qu'ils possèdent comme richesse. J'ai une maison de telle valeur, j'ai une voiture de telle valeur. On se demande parfois, sommes-nous dans le rap ou, ou dans une résistance? Ça, c'est clair. Cette question, elle est vraiment bien posée, puisque je vais dire,
On a commencé par l'activisme. Mais l'enfant naît pour grandir. De l'activisme, il faut qu'on atteigne la résistance. De la résistance, il faut qu'on traverse pour atteindre la révolution. Aujourd'hui, nous sommes au stade de la révolution. Ceux qui sont restés dans l'activisme, ils resteront toujours. Et leurs bassesses les conduiront toujours. Et l'enfant, la chose qui est un peu marrante, c'est que quand l'enfant marche, il oublie que hier, il y a une main qui l'a tenu. Il faut qu'il marche. La même personne que vous êtes en train de parler, invective tout le monde. Même ceux qui l'ont porté hier, quand il n'était rien. Mais ces personnes, oui. Je profite ici pour glisser, comme Paul Biya l'a dit un peu, cette personne qui l'a porté hier, c'est bien moi. Le 3 novembre, quand il n'était rien, méconnu de tous. Je l'ai mis aux yeux. Samedi 3 novembre 2018. La marche était porte de Clignancourt, place de la République. J'y étais, je l'avais couverte. Hein. Ok. Cette personne, c'est bien moi. Donc, si l'objectif, pour moi, c'est pas mon Cameroun en moi seul, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Donc, toute personne qui pourra pencher vers moi pour dire, voilà, tout chemin, je lui mènerai. Je lui montrerai le chemin. Très bien. Tout chemin mène à Rome. Et au Rome, quelquefois, si vous voulez voir. Mais non, pas trop. Tout chemin, je lui mènerai où il veut aller. Bien. Alors, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est ceux qui brandissent leur connaissance, leur supposée connaissance. Je suis diplômé de ci, je suis diplômé de ça. Est-ce cela la résistance que de brandir ses connaissances aux gens qui ont besoin de liberté? Ce que je vais vous dire, c'est que la connaissance, elle est bien. Elle est bien si elle permet d'aider d'autres. Raison pour laquelle j'admire des personnes comme Boris Berton. Boris Berton? Oui. Le professeur Nyamsi. Le professeur Nyamsi qui vient de perdre sa maman. Vraiment sincères condoléances encore, professeur. Oui. Les sincères condoléances, professeur. Le professeur Patrick Alain Gana. Patrice Nganan, oui, qui est venu à 2 reprises ici déjà. Ce monsieur, je rends hommage. C'est un visionnaire, malgré les déboires. Si vous ne parlez pas fort, je n'aurai pas de son. Oh, désolé. Vous n'êtes pas dans votre chambre, il faut. Désolé. Je n'entends le son. Comme je disais tantôt, je rends hommage au professeur Patrice Nganan. C'est un grand homme. Malgré les déboires, chacun a. Tout être humain a ses qualités, ses défauts, donc je ne veux pas entrer dans ça. Vous trouvez que c'est un grand homme? Je vais vous poser la question que je lui avais déjà posée il y a 1 an. Hein. Nous sommes le 30 août 2019. Patrice Nganan était assis là le samedi 1er septembre 2018. Donc demain, c'est ça, un autre samedi, ça fera 1 an. J'en profite pour saluer Joshua aussi, qui était passé le même jour, juste avant Patrice Nganan. Et curieusement, j'étais habillé comme ça le jour où j'ai reçu Joshua aussi. Mais ça s'était mal terminé, j'espère que la vôtre se terminera bien. Alors, j'avais demandé à Patrice Nganan ceci, je vous la pose aussi, vous qui l'admirez. Ne pourrait-on pas qualifier ceux qui soutiennent Biya en utilisant un autre nom? Pourquoi les appeler Boulou? Tous les Boulous ne soutiennent pas forcément M. Biya. Est-ce que vous ne trouvez pas cela stigmatisant que d'appeler ceux qui les soutiennent de M. Biya les Boulous? Pour ma part, j'estime que ce propos n'est pas approprié. Pour ma part, j'estime que ce propos n'est pas approprié. Maintenant, est-ce que je peux empêcher quelqu'un de parler? Non. Non. Donc, je pense que lui, il pourra peut-être donner plus de détails sur ce mot. Il connaît mieux que moi, c'est un super enseignant, il connaît mieux la chose. Moi, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas universitaire comme lui, donc il pourra expliquer de fond en comble. Mais pour ma petite personne, ma petite connaissance, c'est stigmatisant et c'est un peu blessant, pardon. Patrice, quand tu passes par Paris, on doit en reparler. Alors, beaucoup de personnes au sein du régime camerounais vous qualifient de sans-papiers, de sans-emploi. Vous, fils du planteur, vous faites quoi en France? Vous plantez aussi? Vous faites quoi? C'est quoi votre métier? Pour la première fois, je vais dévoiler une petite partie de moi. Oui. Le fils du planteur, je suis étudiant. Vous êtes étudiant en quoi? Je le dis, je préfère le garder. C'est la première fois même que je parle. Vous étudiez? Je suis étudiant et je travaille. Je fais dans l'énergie, comment on appelle, chaud et froid. Énergie chaud et froid. Oui.
Et Monsieur Messenga Nyamdi et ses acolytes, puisque c'est celui qui me vient tout le temps, avec ses sorties vraiment spectaculaires, il pourra leur transmettre cette nouvelle, que le fils du planteur est réfugié en France depuis 2016. Réfugié politique? Bien sûr. Vous avez un statut de réfugié? J'ai un statut de réfugié. Je suis curieux, j'aimerais bien le voir. Ma caméra ne verra rien, mais j'aimerais bien voir ça, moi. Après la caméra, je vous montrerai, croyez-moi. Pourquoi réfugié politique? C'est pas... En fait, le 7 octobre nous a permis d'avoir, en d'autres thèmes, que le monde nous connaisse. Et ce métier, on le fait depuis le Cameroun. Je le fais depuis le Cameroun. Personnellement, je le fais depuis le Cameroun. C'est pas... Donc, vous êtes étudiant et parallèlement, vous travaillez dans le chauffeur. Très bien. Chers téléspectateurs, je vais vérifier son papier de réfugié pour voir. Hein. Mais qu'est-ce qui vous pousse à demander l'asile politique en France? Voilà, il faut qu'on comprenne. Bon, c'est une partie de l'histoire politique aussi du Cameroun, parce que j'ai commencé à m'intéresser à la révolution, à la politique, à l'âge de 16 ans. Parce que j'ai le premier livre de Ernesto Guevara que j'ai lu, j'avais 16 ans. Le premier livre de Ernesto Che Guevara que j'ai lu, oui. J'avais 16 ans. Le Che et ses amis. Ce livre, ça m'a captivé. Et j'ai commencé à fouiller dans des révolutions. Après ça, la révolution africaine qui m'a touché, c'est la révolution, c'est celui de Hissène Habré. Hissène Habré? Ouais, c'était en quoi, 83 ou quoi ça? Ouais. C'est vieux ça? C'est vieux. Disons. Après, j'ai eu celui de Agostinho Neto, en Angola. En Angola, oui. Ouais. Neto. Avec Jonas Savimbi. Après, j'ai eu la révolution de Kenneth Komda. D'accord, ça c'est en Zambie, ça? Celui de Njomo Kenyatta, le Mao Mao. Ça c'était toujours au Kenya. Au Kenya. Toujours après, dans l'Afrique australe. C'est l'Afrique. Après celui de Nelson Mandela. Ouais, toujours l'Afrique australe. Oui. La révolution cubaine m'a permis d'ouvrir les yeux sur les faits, les tailles et les avatars du régime. Vous avez seulement lu, vous n'avez pas vécu cela? J'ai pas vécu, j'ai lu. Encore jeune? J'ai lu. Et j'ai commencé à chercher. C'est où je suis tombé sur la révolution camerounaise. J'ai su qu'au Cameroun, on pouvait parler de révolution. Qu'au Cameroun, il y a des personnes qui ont pensé. Je me suis engagé maintenant. Vous parlez de qui là? Je parle de quand on parle de la révolution camerounaise, on a la figure emblématique qui reste un mythe pour nous aujourd'hui, que tout Camerounais aimerait rencontrer, ce légendaire, qui est Robin Ounioguin. Tout le monde, s'il fallait ressusciter les humains, je préfère que tout le Cameroun. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va hésiter un instant encore ressusciter celui-là. Donc, très bien. Mais, fils du planteur, cela ne répond pas à ma question. Oui, qu'est-ce qui vous a poussé à demander l'asile politique en France? Ce sont des questions politiques. Si vous mettez 150 ans pour répondre à ma question, on passe la nuit ici. Ok. C'est l'acte manqué que j'ai posé au Cameroun, qui était un acte politique que je ne vais pas dévoiler ici parce que... on a besoin de savoir. Vous avez demandé l'asile politique, vous êtes exilé politique, pourquoi? C'est ça que je dis, c'est l'acte politique que j'ai posé au Cameroun. On me repose souvent de vous ménager, vous les gars, là-bas, quand je vous reçois. Là, je ne vais pas vous ménager. Les téléspectateurs, je vais pour une fois, vraiment, ne pas dévoiler cette question-là parce que ça reste encore vraiment, c'est chaud. Et en off, je pourrais vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour moi vous êtes venu, justement, mais toute personne qui aimerait savoir, je pourrais le lui dire en off. Déjà, je ne connais pas l'intérieur d'une cellule au Cameroun. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais rien fait de mauvais. Donc, vous voyez que j'ai bien posé ma question. Hein. Il n'a pas répondu, c'est son choix. Hein. Oui, comme ce fut le cas de M. Samuel Motsi qui ne répondait pas aux questions. Non, pour cela, je demande la permission de ne pas répondre. Aux téléspectateurs, vous n'êtes donc pas un sans-papier. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens du pouvoir ou du régime vous qualifient de chômeurs? C'est qu'à longueur de journée, vous et vos amis faites des directs. Comment peut-on avoir un emploi digne de son nom, faire un direct le matin à 8h, un second à midi, un autre à 17h? Comment peut-on faire cela? Moi, personnellement, si vous voulez que cela prenne de mes qualifications personnelles, j'ai appelé ça la solitude, le direct de la solitude. J'ai qualifié ça de direct de la solitude. C'est marrant parce que
Personnellement, je ne trouve pas le temps. Je n'ai pas un emploi de temps qui me permet de faire un direct le matin. Déjà, il faut que je me réveille à 5 heures pour aller au boulot. Quand je rentre, il faut que je fasse l'effort d'aller faire les cours, ou soit de voir comment je vais faire pour bûcher. Soit les directs les plus importants les suivre. Dormir vers minuit, pourtant il va me lever à 5 heures. Mais je n'ai pas le temps de faire tout ça. Vous corroborez donc à la thèse ceux qui pensent que ceux des vôtres qui font des directs sont des chômeurs. Non, pas chômeur, solitude. On peut travailler, avoir le temps de faire tout ça. Non, on ne peut pas faire un direct à 8h, à midi, à 17h quand on a un emploi dans ce pays. Vous savez rien que les distances dans le métro font qu'on ne peut pas. Oui, mais si lui il trouve ce temps-là, peut-être il a un emploi de temps bien aménagé à sa guise, je ne saurais dire. Pour moi, je ne peux pas le qualifier de chômeur parce que c'est pas moi qui paye son loyer. Il peut payer, s'il paye un loyer, s'il vit quelque part, il paye bien le loyer. Il paye les charges. Comment il fait alors s'il ne travaille pas? Il travaille. Bon, maintenant, pour ma part, j'estime que c'est la solitude. C'est peut-être parce qu'il se sent seul. Il y a des moments où il se sent seul, où il est obligé de parler. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous sentez trop seul, écoutez Michel Berger quelquefois pour être moins seul. C'est le titre de la chanson. Je poursuis. Alors, à longueur de direct, vos amis se font et se défont. Ils se disent et se contredisent dans le même direct. Ne trouvez-vous pas qu'il y en a trop, qu'il y a trop de directs, que les gars de la basse font trop de directs qui n'en valent pas la peine finalement? La basse, la voix du peuple. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire. C'est la langue qui libère. Et c'est la langue qui condamne. Des personnes disent des choses pour se faire voir. Ah, ce n'est plus la résistance alors. Justement, parce que la résistance n'a jamais dit de venir raconter tout et n'importe quoi sur la place publique. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Vous n'allez pas me voir, ou le commandant Calibri ou Stéphane Tchombo passer faire des directs à la... Je sais pas, des directs pour ne rien dire. On a un message qu'on vient déposer. Oui. Maintenant, si d'autres le prennent pour faire, je vais dire, un stade de football, un terrain d'amusement, ça veut dire ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. Mais le mal n'est même pas là. Le fait de se faire et se défaire. Le mal se trouve au niveau où eux-mêmes, quand ils se sont faits et ils se sont défaits, ils tentent de défaire d'autres. Ben, je vous empiétez sur la question qui allait arriver. Et je ne parviens pas toujours à comprendre. Quelle est cette personne qui veut à tout prix manipuler les esprits? Pourquoi ils font ça? Le peuple est passionné par cette révolution. De leur passion naît l'émotion. Et l'émotion les fait perdre la raison. Ils manipulent le peuple. Nous autres, qu'on ne parle pas, on est souvent en retrait. On pense qu'on a peur. Non, on n'a pas peur. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Je suis là. Je suis là pour dire au peuple camerounais d'être vigilant et de savoir capter des signaux. Ceux qui ne parlent pas là, ils ont beaucoup à dire que ceux qui parlent tout le temps. Ils détiennent beaucoup de vérités sur ceux-mêmes-là qui parlent tout le temps. C'est pas, bien sûr, l'objectif n'est pas de détruire un combattant. Cette lutte, elle est tellement importante. Oui, dites-moi, la lutte, contre qui luttez-vous au sein de la basse? Au sein de la basse, pour ma part, oui, j'ai un ennemi. C'est qui? C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Qui ne se trouve pas dans la basse. Bon. Il est hors de la basse. Êtes-vous sûr que vous avez un ennemi commun au sein de la basse? Au sein de la basse France, que oui, moi j'appartiens. Je parle bien de la ma basse famille, France. Basse France que j'appartiens. Oui, êtes-vous sûr d'avoir un ennemi commun? On a un ennemi commun. Sinon, comment comprendre? Comment se fait-il qu'au sein de la basse France, on trouve des uns qui font des directs pour insulter d'autres? Mais où est l'ennemi finalement? C'est entre vous, vous êtes ennemis entre vous, ou vous avez un ennemi ailleurs? Je vais vous dire quelque chose. Il y a deux fois, ces genres de directs, nous-mêmes ça nous surprend. On est surpris de voir ça. Mais vous insultez entre vous, vous faites des ennemis entre vous, alors que vous dites combattre Paul Biya. Finalement, est-ce que l'ennemi c'est Paul Biya? Nous-mêmes on se pose cette question. C'est pas vous-même l'ennemi? Nous-mêmes on se pose souvent cette question. Parce que je ne comprends pas qu'un homme doté de toutes ses facultés, qui a votre numéro, il peut vous joindre à tout moment. Il sait, il est conscient que même s'il est 3h du matin, si ça sonne, il regarde, c'est vous, il va décrocher. Il vous laisse. Et déjà, dans les groupes Facebook, WhatsApp où vous vous trouvez,
il va sur la toile. Vous voyez? Et quand il va sur la toile, 90%, regardez comment il se positionne. Il se positionne en victime. Pour susciter l'émotion du peuple. Et regardez comment ils orientent le peuple. Ils vont vous sortir soit des captures d'écran, soit des messages, des voices. Mais pour orienter, parce qu'il ne sort pas la partie qui ne l'arrange pas, qui ne fait pas ses affaires. Il sort ce qu'il fait, c'est ses affaires. Il veut orienter la pensée. Et c'est comme ça qu'il draine la masse. On perd la raison. C'est vraiment difficile. Je vous regarde, je ris le plus souvent, je me dis, mais ces jeunes gens, on arrive à identifier leur ennemi réel. Claire, c'est souvent difficile pour moi de voir certaines choses qui drainent sur la toile. Mais j'aurais une question à vous dire. M'avez-vous vu un jour faire un direct sur un combattant? Non. M'avez-vous vu un jour me mettre à me clasher, soit avec Max Seignon et voir Calibri, Stéphane? Non, ça ne va pas. Je prends mon téléphone. Max, est-ce qu'on peut se voir? Calibri, est-ce qu'on peut se voir? Il y a des trucs même que je refuse de parler au téléphone, tête à tête. Savez-vous que des analyses qu'on m'apporte, vous manquez de culture politique, voilà pourquoi vous tapez dessus sur la toile? Non. Je vais vous dire une chose. Dans toute révolution, même Ernesto Che Guevara le disait dans son livre Les souvenirs d'une guerre révolutionnaire. Quand un combattant n'est pas au front, il s'ennuie. C'est l'ennui qui les pousse faire ça. Mais je leur conseille de lire. Il y a des livres sur la révolution. Mais ce serait bien de lire que de passer des journées à faire des directs, non? C'est clair. Pour ma part, j'estime que c'est clair. Vous, l'exemple est devant vous, je suis venu avec un bouquin, donc déjà un petit temps, je suis concentré. Je ne vais pas lui faire la pub, mais le titre me plaît bien, l'utopie. Ouais. Le titre de ce bouquin est l'utopie. Et il y a beaucoup d'utopistes. Hein. Oui. Vous ne trouvez pas? Il y en a l'utopie, il y a beaucoup d'utopistes entre nous. Pourquoi? Parce que moi-même aussi, je suis utopien. Vous êtes utopiste aussi? Ouais. Vous rêvez, quoi. Le pays de Thomas More. Je sens pup. Ne mourrez surtout pas. Oui. Oui, oui. Parce que c'est de l'utopie qu'est née l'Union européenne aussi. Vu comment fonctionne cette Union européenne, là, ça craint. C'est vraiment de l'utopie. Ouais, c'est de l'utopie. Il faut comprendre. Donc, moi aussi, je fais partie de cette famille. Bon, allez, ne faites pas en sorte qu'on me ferme la porte de l'Union européenne prochainement. J'y suis attendu, là. Donc, j'y suis attendu pour une interview. Et j'en profite pour remercier Laurent, lui, qui m'attend en Belgique pour une interview. Voilà. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.